L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saigner, le mépris planifié à tour de bras renouvelés, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées balafrées. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédiant au charbon. Des années après l'industrie te perfore les poumons, s'ils n'ont pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, chair à canon. On m'a demandé d'oublier l'origine de ce cycle de cours. On l'a pensé comme étant des cours. En réalité, le cours ne doit pas nous faire peur. C'est plus apporter un certain nombre d'éléments qui sont trop méconnus ici dans les pays développés. L'origine est tout ça, est toute simple. Elle vient d'un constat qu'on a été au Front Uni un certain nombre à faire, et en particulier les membres du Front Uni qui viennent d'Afrique, qui était de constater que dans les mouvements sociaux en Afrique, les militants, syndicaux, politiques, associatifs, connaissaient les théoriciens de la pensée radicale, de la pensée émancipatrice de l'Occident. Autrement dit, Marx n'était pas un secret pour eux, Lénine n'était pas un secret pour eux. Ils connaissaient Bakounine, ils connaissaient la diversité des pensées de l'émancipation ici. Par contre, ici, lorsqu'on posait les mêmes questions aux militants, on va dire blancs, le terme blanc étant pas un terme péjoratif dans ma bouche, lorsqu'on posait la question des penseurs africains, de ceux qui avaient tenté de penser l'émancipation, la libération là-bas, eh bien là c'était la méconnaissance complète. Parfois on connaissait, on avait entendu parler d'Ibn Barka, mais sans jamais l'avoir lu, sans jamais non plus avoir découvert ses théories. Parfois on avait cru, on a pu avoir un texte de Sankara, mais c'était un texte qui était un morceau de sa pensée et pas sa pensée globale. D'où l'idée qu'il y avait une vraie difficulté dans l'internationalisme aujourd'hui, qui était cette inégalité des références, avec deux hypothèses. Première hypothèse, où l'on considère qu'en Afrique, il n'y a pas eu de penseur de l'émancipation. Il leur manque peut-être un cerveau pour penser l'émancipation. Ou alors, cette méconnaissance, c'est la seconde hypothèse, cette méconnaissance vient refléter de nouveau la domination, de nouveau les inégalités, de nouveau refléter, même au sein du monde militant, sans le vouloir et sans le savoir, on pouvait refléter cette inégalité et cette domination d'un continent, l'Europe, qui a envahi le monde avec la colonisation. Alors, ce cycle, il s'inscrit dans deux dimensions. D'abord, on l'a fait ici, au niveau local, pour nous, à Lille, bien pour avoir un espace de réflexion et d'approfondissement entre nous. Mais dans le même temps où se déroule cet événement ici à Lille, c'est pour cela que vous avez une caméra, il y a plusieurs endroits de France et d'Afrique dans lesquels des groupes vont se réunir. Donc il y a un groupe au Congo, il y a un groupe en Algérie, il y a deux groupes dans le sud de la France qui vont récupérer les cassettes, vont les visionner ensemble et puis vont en débattre et poser des questions entre eux ou à nous s'il y a des questions qui émergent. Alors le cycle, il a donc pour vocation de nous aider à comprendre comment la question de l'esclavage et de la colonisation a été pensée, théorisée, la question de la domination a été pensée et théorisée par les premiers concernés. Et vous verrez, on découvrira que les efforts de pensée sont énormes, qu'il y a une masse d'ouvrages que vous pourrez découvrir. J'espère que ça vous donnera envie d'aller lire. Là, vous avez deux rangées entières qui sont les auteurs qu'on va voir ensemble. Donc nous allons découvrir Frantz Fanon, nous allons découvrir Aimé Césaire, nous allons découvrir Nkrumah, nous allons découvrir Sankara, nous allons découvrir Nasser, nous allons découvrir toute une série d'auteurs qui sont trop souvent méconnus, non pas pour dire qu'ils avaient raison sur tout, mais pour simplement repérer comment les premiers concernés ont pensé leur situation. Mais pour bien saisir cette pensée africaine de libération, eh bien, il faut d'abord partir du contexte général. Et, parce qu'il est aussi ici, on le connaît, mais que d'apparence, où on le connaît sans en mesurer l'ampleur. Et donc le contexte général, c'est ce contexte historique profond, cette histoire lourde, cette histoire profonde, qui est l'esclavage et la colonisation. En 1965, un auteur algérien qui sortait de la guerre d'indépendance, l'Algérie était encore toute fraîche du sang de la colonisation et de la guerre d'indépendance, un auteur algérien, Mohamed Cherif Sahli, je vous conseille vraiment de lire cet ouvrage qui a fait
que tous les Africains, tous les militants africains ont lu à l'époque, écrit un essai dans lequel il nous souligne, ça s'appelle Décoloniser l'histoire, dans lequel le titre de l'ouvrage Décoloniser l'histoire nous invite à revisiter toutes nos certitudes sur comment se sont déroulées l'histoire. Il appelle à une révolution copernicienne en nous disant que même dans les fractions militantes les plus proches des colonisés et des esclavagisés, il y a sous-estimation de ce qu'a été la violence esclavagiste et la violence coloniale. C'est-à-dire qu'on le sait, on sait que c'était grave, on sait que ça a été très violent, mais la mesure de ce que ça a entraîné comme traumatisme dans tout le continent, la mesure de ce que ça a entraîné comme reste encore jusqu'à aujourd'hui de cette violence, elle est souvent sous-estimée. D'où d'ailleurs des réflexes sur, mais quand même, ils ont essayé, ils se sont plantés. Mais quand même, tous ces grands hommes, il n'y a pas une seule expérience africaine qui a réussi. Après tout, oui, Sankara, il parle bien, mais ça n'a rien donné. Et donc cette dimension de l'échec, cette culture de l'échec, nous dit Sarli, il faut la regarder. Et donc, c'est ça qu'on va tenter de faire ensemble. Et une des dimensions de cette décolonisation de l'histoire nécessaire, c'est de ne pas oublier, lorsqu'on parle d'esclavage et de colonisation, qu'il y a toujours eu, je dis bien toujours parce que ça c'est souvent sous-estimé, qu'il y a toujours eu résistance. Nous allons donc aujourd'hui tenter de découvrir l'ampleur des résistances à l'esclavage dès les premières heures des captures, puisque c'était des captures, on chassait le nègre, jusqu'au premier combat des conquêtes, dans aucune colonie, dans aucune contrée où on a été prendre des esclaves, il n'y a eu absence de résistance. C'est important de l'avoir en tête parce que ça souligne après que si l'esclavage et la colonisation a duré aussi longtemps, c'est que la violence était vraiment totale. Encore aujourd'hui, vous pouvez trouver des thèses qui vous disent que, en réalité, si l'esclavage a été possible, c'est qu'il y avait des complicités de rois africains, bien entendu qu'il y en avait. Mais c'est oublier que ces complicités sont construites sur la base d'abord d'une violence initiale extrêmement importante. Les premières traces qu'on a au niveau historique d'une présence d'Européens en Afrique sous la forme de la capture d'esclaves, c'est 1441. Donc vous voyez, c'est loin. C'est le moment où les premiers Portugais débarquent en Mauritanie, dans la Mauritanie actuelle, et immédiatement, ça va se traduire par de la capture d'esclaves. Donc bien avant qu'il y ait des rois qui soient complices. Dès 1446, eh bien, on va s'apercevoir que les razzias, donc la chasse à l'esclave, vont commencer à disparaître pour être remplacés par l'achat d'esclaves. Comment expliquer qu'on soit passé de la chasse à l'esclave pour les capturer à une seconde modalité, qui est l'achat d'esclaves, donc à des complices, à des roitelets, etc. Ben, tout simplement parce qu'il y a eu résistance. C'est l'ampleur des résistances des esclaves qui a contraint ceux qui venaient chasser l'esclave de s'appuyer sur des dictateurs locaux, sur des roitelets locaux, pour pouvoir avoir quand même leurs esclaves. C'est important de l'avoir en tête, donc ça n'est pas quelque chose qui serait originel de l'Afrique. C'est le résultat d'un rapport de force qui a amené cette transformation de cette dimension-là. L'anthropologue Yayassi nous dit la chose suivante. Les premières razzias esclavagistes européennes commenceront aussitôt l'arrivée des Portugais. Mais au vu de la résistance des populations africaines, les Portugais se raviseront et feront appel aux méthodes indirectes plus scélérates et plus cyniques sous couvert de commerce licite. C'est dire que la thèse de la double responsabilité africaine et européenne de l'esclavage est une thèse erronée. En réalité, ils ont trouvé des roitelets parce qu'il y avait résistance. Ils ont été contraints de faire appel à des roitelets et à des voyous africains parce qu'il y avait résistance massive de la part des populations. Le cas n'est pas isolé. En Angola, la reine Nzinga résiste à la conquête portugaise et à la traite dès son arrivée au pouvoir en 1724, et elle le fait pendant 3 décennies. Autrement dit, la première forme de résistance a d'abord été une forme de résistance organisée. C'est dire qu'il faut rompre avec l'idée qu'en Afrique, il n'y avait pas d'organisation sociale. Parce que c'est ça qu'on a en tête quand on pense qu'il n'y a pas eu de résistance. En réalité, il y avait des rois, il y avait des organisations sociales, politiques, qui ont résisté à l'arrivée des esclavagistes. Reconnaître cette réalité de la résistance est une nécessité pour saisir comment l'idée de libération
l'idée d'émancipation, malgré la violence esclavagiste, ne va pas disparaître. Elle va se transmettre dans des chansons, on y viendra tout à l'heure, elle va se transmettre dans des rites, elle va se transmettre dans des légendes qui vont être racontées de grand-mère à petits-enfants, jusqu'au moment où le contexte évoluant, eh bien, on va pouvoir prendre les armes pour s'émanciper, prendre les armes pour se libérer. Mais la résistance au moment de l'arrivée des esclavagistes ne s'arrête pas là. Elle va continuer ensuite au moment du transport transatlantique. Il y a eu résistance sur place, il y a eu résistance une fois que les gens étaient capturés, au moment de leur transvasement vers les États-Unis. Elles sont suffisamment nombreuses et je vous conseille de lire un auteur qui est connu ici, mais c'est sans doute l'ouvrage qu'on ne vous conseille pas à l'école, un livre de Prosper Mérimée qui décrit une de ces révoltes dans la nouvelle Tamango, parue en 1829. Il faut la lire, puisque voilà un auteur français qui raconte à l'époque comment des esclaves se révoltent au moment où on les transfère à l'autre bout de la planète. Et encore, les chiffres que l'on a sur ces révoltes sur les bateaux sont des chiffres sous-estimés. Pourquoi? Eh bien, ils sont sous-estimés parce que les capitaines n'ont pas intérêt, puisqu'ils sont en partie jugés, ils sont rémunérés, n'ont pas intérêt à parler de toutes les révoltes. Ils ne parlent que des révoltes dont ils sont contraints de parler. Lorsque la révolte a été matée, ils n'en parlent pas, puisque leur revenu, leur salaire, dépend de leur capacité à mener à bien les esclaves jusqu'à leur destination. Ça, c'est au niveau des révoltes collectives. Donc, révolte au pays au moment de l'arrivée des esclavagistes, révolte pendant le transport collectivement contre les transporteurs d'esclaves, et puis aussi des réactions individuelles. Les réactions individuelles, là aussi, est une dimension complètement sous-estimée, qui sont des réactions sous toutes les formes. Le fait de se donner la mort. On a de multiples témoignages de personnes qui ont préféré mourir que de devenir esclaves. Un économiste français écrit un mémoire pour le ministre Colbert en 1675, et voilà ce qu'il nous dit. « J'ai ouï dire à des négociants qui font commerce des nègres qu'il en meurt plus avant que de partir du port que pendant le voyage. Les uns se jetant dans la mer, les autres se battant la tête contre le vaisseau, les autres retenant leur haleine pour s'étouffer, et d'autres enfin qui ne veulent point manger pour se laisser mourir de faim. » C'est-à-dire que cette méconnaissance qu'on a des résistances eh bien, va nous amener à effectivement ne pas comprendre l'ampleur de la violence, de cette violence. Les révoltes d'esclaves ont lieu donc au moment de l'arrivée des Européens, ont lieu sur les bateaux au moment du transport, et elles ont lieu également sur le lieu de captivité. Et on a de nombreuses révoltes avec une caractéristique extrêmement intéressante dès les premières révoltes collectives sur place, qui sont que spontanément, les esclaves africains qui se révoltent tissent des alliances et se révoltent en même temps que les Indiens. On a une multitude de témoignages de révoltes afro-indiennes dès les premières révoltes d'esclaves. Là aussi, donnons quelques chiffres. De 1519 à 1533, indigènes et nègres s'unissent pour lutter dans le Baouroko, à la Espagnola. Également en Honduras en 1538, à Panama en 1548, au Venezuela en 1552, à Guayqueirpuro en 1551. Autrement dit, on a des dominés qui ne se connaissaient pas du tout, qui étaient de cultures complètement différentes, mais qui vont spontanément ressentir l'intérêt, la communauté de leur intérêt, se révolter ensemble contre les maîtres états-uniens de l'époque ou les maîtres blancs de l'époque. Donc on a une alliance très tôt entre les esclaves et les Indiens, qui n'étaient pas esclaves, mais qui étaient dans des situations d'oppression quasi totale, avec les mises en réserve, etc. L'autre étape de la résistance va être une révolte essentielle, qui en Afrique est devenue un symbole, qui a été chanté, qui a été filmé, il y a des danses autour de ça, qui est la révolte de Toussaint Louverture, que vous connaissez, révolte victorieuse à Saint-Domingue en 1791. Rappelons à cet égard que, contrairement au roman national qui est officiel en France, qui est de nous dire la France a aboli l'esclavage en 1794, nous sommes devant un mensonge historique, ou plus exactement une demi-vérité. Oui, la France a aboli l'esclavage en 1794, mais elle l'a aboli contrainte par la révolution de Saint-Domingue et de Toussaint Louverture qui a lieu en 1791. C'est cette révolte-là, avec la création d'un État, qui va effectivement contraindre à l'abolition de l'esclavage. Et on va voir apparaître la première République noire. La figure de Toussaint Louverture
relie ainsi dans sa trajectoire, c'est ce premier moment où on a une liaison entre la lutte anti-esclavagiste et la lutte anticoloniale, puisque Toussaint Louverture, c'est à la fois contre le statut d'esclave, mais aussi pour l'indépendance de sa nation, et donc on a une liaison entre les deux qui se fait à ce moment-là. Dès cette période-là, à partir de là, lutte contre l'esclavage et lutte pour l'indépendance nationale vont être reliées, vont devenir une lutte commune. Surtout, la victoire de Toussaint Louverture va créer un séisme dans les mentalités. La violence totale coloniale ne peut se comparer, si on ramène à un niveau individuel, la violence esclavagiste et coloniale ne peut se comparer à un niveau individuel qu'à l'équivalent d'un viol. C'est-à-dire que l'aspect absolu de cette violence, le fait que ça touche toutes les sphères, la sphère culturelle, la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère organisationnelle, tout est cassé, tout est détruit par la violence esclavagiste et coloniale, et donc ça, au niveau individuel, ça ne peut se comparer qu'à la dimension du viol, va provoquer une dimension qui est l'intériorisation d'une infériorité. Et c'est ce qui va faire la force de la domination esclavagiste et coloniale, c'est que la violence était tellement totale qu'on finit par considérer que l'homme blanc est invincible. Et donc ce mythe d'un homme blanc invincible, produit par la violence totale, eh bien, va commencer à se fissurer grâce à la révolte de Toussaint Louverture. Pour la première fois depuis les débuts de l'esclavage, des Noirs gagnent physiquement, militairement, face à des Blancs. Ça va faire une traînée de poudre qui va dépasser les Amériques et qui va arriver jusqu'en Afrique. On ne connaît pas encore exactement par quelle voie, enfin on ne connaîtra jamais, par quelle voie on est passé d'une connaissance aux Amériques jusqu'en Afrique, mais ça va circuler. L'homme blanc n'est pas si invincible que cela. Ça sera le début de la fin, même s'il faudra encore plusieurs dizaines d'années, le début de la fin de l'esclavage et de la colonisation. Je vous conseille tous de lire la biographie d'Aimé Césaire faite de Toussaint Louverture. Elle est, il résume l'apport de Toussaint Louverture de la manière suivante, où il nous dit: jusqu'à présent nous avions des jacqueries, des esclaves qui se révoltaient quand on en a marre, et là nous avions, non pas une jacquerie, mais une révolution. Hein, la différence c'est qu'effectivement là on avait quelque chose d'organisé qui débouche sur la création d'un État. Rappelons que cet État, eh bien malheureusement, payera très cher son indépendance. On va l'étrangler économiquement. On va le contraindre à payer une dette jusqu'aux années 70. L'État français va toucher de l'argent jusqu'aux années 70. C'est un gros scandale qui dépasse le moment, parce qu'on pourrait dire ça c'est du passé, c'est l'aspect historique, sauf que ça a duré jusqu'au XXe siècle et jusqu'à il y a quelques dizaines d'années où on a continué à prendre de l'argent d'un pays pauvre. Soulignons d'ailleurs que ce qui est appelé après en 1848 l'abolition de l'esclavage par, comment il s'appelle, Schœlcher, je n'arrive jamais à prononcer son Schœlcher. Ouais. Ce mythe qu'on vous a à l'école laïque, on vous dit Schœlcher, libérateur des esclaves. Les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés. Vous imaginez ce que ça veut dire au niveau symbolique? Ce n'était pas la reconnaissance de l'ignominie de l'esclavage. On a remboursé des propriétaires d'esclaves. Et ça, mais ça fait partie des mensonges historiques qu'on nous apprend dans l'école laïque. Je ne sais pas si quelqu'un de vous se souvient de son cours sur l'esclavage, si on vous a dit qu'il y avait eu indemnité, que les propriétaires avaient été indemnisés. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à ces propriétaires de devenir quoi? Ben, les capitalistes de ces pays. Ils vont réinvestir effectivement, et ils vont devenir, comment on les appelle là, les béquets. Alors, autre forme de résistance, eh bien, les révoltes contre les maîtres. On va avoir dans les plantations des révoltes contre les maîtres, avec, on a des scènes de sauvagerie qui nous sont décrites comme de la sauvagerie, on décrit ça comme de la sauvagerie, qui sont en fait l'arme des faibles. Quand en face de vous, vous avez des fusils et que vous n'avez rien, ben oui, vous prenez ce que vous avez. Et on verra après, hein, c'est tout l'apport de Frantz Fanon, que la violence du colonisé, y compris dans ses formes sauvages, ne peut s'expliquer que par la sauvagerie de la violence du colonisateur. C'est l'ampleur de la violence coloniale qui provoque cette réaction et la forme de cette réaction. D'ailleurs, en 2005, lors des révoltes dites urbaines, je faisais une enquête dans la région parisienne et un des jeunes à Blanc-Ménil me disait la phrase suivante.
et c'est assez extraordinaire le parallèle que l'on peut faire, nous disait la phrase suivante: on nous traite comme des esclaves, on se révolte comme des animaux. Autrement dit, ce jeune était conscient qu'effectivement certains de leurs gestes n'étaient pas des gestes qui étaient défendables, etc. Mais il l'expliquait par la violence qu'il recevait. Sa propre violence était expliquée par la violence qu'il recevait. Autre forme de résistance, la résistance par retrait. Toutes ces dimensions-là, c'est important d'y revenir parce qu'encore aujourd'hui, dans les dominations, vous allez avoir ces formes de résistance. Pour toutes les dominations, vous avez ces formes de résistance. Certains vont résister en utilisant la violence, d'autres vont résister par cette nouvelle forme qui est le retrait. Le retrait, ça a été le marronnage. Le marronnage, eh bien, ça consiste à fuir le domaine du maître et à reconstruire une vie collective libre dans les bois ou dans les montagnes. On a des dizaines d'exemples de collectivités qui se sont constituées dans la précarité la plus complète, en plein bois, en pleine montagne. Et donc on a deux formes massives dans la résistance: s'opposer physiquement au maître et fuir le maître et construire ailleurs des dimensions de liberté. Dans ces villages de marrons, parce qu'ils s'appelaient comme ça, dans ces villages de marrons, eh bien, on va expérimenter d'autres rapports sociaux, et en particulier des rapports sociaux égalitaires. On va également, par opposition aux maîtres esclavagistes, on va réinvestir les cultures, idéalisées d'ailleurs, d'Afrique, et donc on va voir revenir les cultes africains, qui avaient eu tendance à disparaître, on va voir revenir le vaudou, on va voir revenir les danses, qui vont être des formes de résistance, toutes ces formes de réaffirmation. Quand je n'ai pas d'autres armes, je me réaffirme comme je peux. Encore aujourd'hui, dans certaines formes de domination, vous allez avoir des gens qui, face à la domination, vont se replier, quand il n'y a pas d'autre perspective, sur ces formes de résistance. Le jazz, le blues, le gospel sont tous, quand vous regardez, des traces, des races, des héritages de ces formes de résistance de l'époque. On en a également d'autres qui sont signalés à l'époque. Je vous conseille la lecture de la romancière guadeloupéenne Maryse Condé dans La civilisation du Bossal, qui décrit toute une série de résistances individuelles. Alors elle rajoute par exemple les avortements. Il y a eu une vague d'avortements. Les femmes ne voulaient pas faire d'enfants pour que ça devienne des esclaves. L'empoisonnement du bétail du maître. L'empoisonnement de ses propres enfants pour qu'ils ne deviennent pas esclaves. Alors je vous donne tous ces faits-là, c'est pas pour dramatiser, c'est pour qu'on se rende compte de la violence. Tout était dans une violence totale. Quand je dis le mot total, c'est bien cette définition-là qu'il faut retenir. Voilà pour l'esclavage. Que va-t-il se passer au moment de la colonisation? Alors, je vous rappelle, la colonisation, conférence de Berlin, 1885, les pays européens se réunissent et se découpent l'Afrique. Je prends ça, mais oui, mais tu me donnes ça, je te laisse le Ghana, je te prends la Guinée. C'est comme ça que ça s'est fait, sur la base des rapports de force, autour d'une table, on s'est partagé l'Afrique. Et une fois que l'Afrique partagée, eh bien, on a envoyé les militaires pour occuper les territoires qui avaient été accordés à chacun des pays colonisateurs, des pays européens. Très vite, et partout sur le continent, on va avoir de nouveau des résistances. Alors, là-dessus, contrairement à une image que l'on peut avoir, il rencontre des sociétés organisées. Les conquérants français se heurtent, par exemple, au Dahomey, au roi Béhanzine, qui était un royaume organisé avec un roi et une organisation bien avant qu'il y ait des rois ici. Il se confronte également en Afrique de l'Ouest au règne de Samori Touré. Les armées britanniques tombent au Soudan avec le Mahdi ibn Abdallah. Les troupes allemandes doivent faire face à la résistance des Bakwiri. Bref, partout. Il n'y a pas un endroit en Afrique, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, hein, c'est pas... L'important c'est de retenir qu'ils ont rencontré des sociétés organisées, qu'il y a eu résistance, et que c'est l'inégalité des armes qui a fait qu'il y a eu victoire, et la violence bien entendu totale. Juste pour que l'on cible comment des sociétés ont pu être traumatisées, je voudrais donner l'exemple des Hottentots, des Herero et des Nana, par la colonisation allemande. La guerre avec eux, avec ces populations et avec ces royaumes, dure 4 ans. De 1903 à 1907. Les Herero, par exemple, sont 80 000 en 1903. Il en reste 20 000 4 ans plus tard. C'est-à-dire que
on a là les 3/4 d'une population qui ont été décimées. Imaginez ce que ça pourrait signifier pour la France, 60 millions d'habitants, imaginez 45 millions d'habitants qui sont détruits. C'est ça la signification de la colonisation, hein, de cette violence totale, etc. En ce qui concerne l'Algérie, on évalue à près de 500 000 les morts de la conquête, pas les morts de la guerre d'Algérie, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, et on oublie toute la profondeur de la violence, les morts de la conquête, 500 000 sur une population de 3 millions. C'est-à-dire 1/6. Imaginez ici la même chose, ce que ça pourrait signifier comme traumatisme dans une population. Et quand on dit, bah oui, mais il y a ce développement, bah oui, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc., il y a toute cette dimension-là à prendre en compte aussi, qui est cette violence historique, cette violence traumatique qui a marqué les pays africains. En Afrique du Nord, la colonisation a précédé la conférence de Berlin, puisque c'était 1830, et je vous disais, eh bien, on a près de 500 000 morts, et on a immédiatement une résistance. Dans un pays comme l'Algérie, par exemple, il y a eu une révolte, en moyenne tous les 10 ans. Quand je compte tous les 10 ans, c'est une moyenne, c'est 8, 9, 10 ans. Jusqu'au début du siècle, tous les 10 ans, il y a une révolte massive, avec à chaque fois des massacres, et en particulier une d'entre elles qui a failli battre le colonisateur, qui était la révolte d'Al-Mokrani, qui a commencé en Kabylie et qui s'est étendue sur l'ensemble de l'Algérie. Bien sûr, la résistance à la colonisation n'a été ni uniforme, ni d'égale intensité sur l'ensemble du continent. Ça dépendait des organisations locales, etc. Cependant, elle a été massive partout. Et dans cette résistance, eh bien, de nouveau, comme à l'époque de l'esclavage, on va voir réapparaître quelque chose de très fort comme foyer culturel, qui est que c'est dans les histoires racontées dans la famille, c'est dans les chansons, c'est dans les contes que va se réfugier la dignité des peuples. C'est au travers de cela que l'on va transmettre l'idée de la liberté. Ce qui fait qu'au moment des indépendances, quand vont commencer les luttes de libération nationale, dans les années 50 et 60, eh bien on verra réapparaître, on sera surpris de la connaissance qu'ont les peuples de leur histoire très ancienne, alors qu'en apparence, il n'y avait pas de livre, etc. La supériorité technique des armées coloniales va rendre la défaite de ces peuples inévitable. C'était quoi en réalité le rapport de force à l'époque? C'était au mieux le fusil à répétition pour les coloniser, et en face, les fusils à répétition pour les colonisateurs, et en face, au mieux, on avait des fusils au silex, et au pire, on avait des flèches. C'est dire l'inégalité. Ce n'est pas une absence de volonté d'indépendance ou de liberté, c'était une inégalité massive des armes qui a fait la défaite militaire. Mais la défaite militaire n'a jamais signifié la soumission politique. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, retenir. Elle a pu signifier le silence du colonisé ou de l'esclave lorsqu'il ne pouvait pas faire autrement, mais ce silence, eh bien, était un silence qui couvait la révolte dès que les conditions allaient se transformer. Et la résistance va prendre de nouveau, comme à l'époque de l'esclavagisme, une multitude de formes, et dont une des formes, eh bien, ça va être la fuite du blanc. Là aussi, ça a été jugé par certains analystes comme étant du racisme. Ils ne veulent pas toucher les blancs. Alors on a eu, au niveau par exemple de l'Afrique du Nord, on a eu une immigration massive vers la Syrie, vers les pays du Moyen-Orient. Tout ça pour ne pas être en contact avec les blancs. Mais on a eu également, dans les pays d'Afrique subsaharienne, des retraits dans la forêt, ne pas être en contact avec les blancs. Là aussi, un conseil de lecture, Amadou Mpatedba, dans Amloukel l'enfant Peul, qui nous décrit la chose suivante. Tout ce qui touchait de près ou de loin aux blancs et à leurs affaires, y compris leurs balayures ou leurs ordures, était tabou pour nous les nègres. On ne devait ni les toucher, ni même les regarder. Alors ça a été des soi-disant anthropologues qui ont analysé ça comme regardez, c'est une mentalité de sauvage, ils ne comprennent pas que c'est pas des plures de pommes de terre, des salissures qui vont je sais pas, créer des maladies ou créer autre chose. Donc c'est analysé comme de la magie ou comme quelque chose de complètement sauvage. En réalité, de manière inconsciente, c'était une stratégie de résistance. Fuir le blanc, ne pas devenir son esclave, ne pas collaborer avec lui. C'est une des formes parmi d'autres. Le sabotage économique également a été une arme extrêmement utilisée, très peu connue, une arme de l'insoumission. Quelques exemples. Les paysans du Tanganyika
faisaient bouillir leurs semences de coton afin qu'elles ne puissent pas germer. Voilà les Blancs qui venaient pour avoir du coton, et en cachette, la nuit, on faisait bouillir les semences. Quand on plantait ces semences, elles ne donnaient plus rien. En Sierra Leone, en 1898, au moment de l'imposition, eh bien, on a des révoltes fiscales qui se mettent en place, mais on a également l'assassinat des agents qui viennent récolter l'impôt, en Algérie par exemple, ou l'empoisonnement des responsables et des collaborateurs. C'est des formes de résistance qui sont encore individuelles, qui sont des formes de résistance du faible, mais qui annoncent, qui préparent les grandes révoltes du XXe siècle qui vont avoir lieu. La résistance culturelle prend une ampleur particulière après les défaites armées. Une fois qu'effectivement les armes à la main, on n'arrive plus, eh bien on prend d'autres formes de résistance culturelle. La culture devient, comme à l'époque de l'esclavagisme, un refuge dans lequel s'entretient la mémoire collective et s'affirme l'identité niée et humiliée. À la domestication que tentent les écoles coloniales, des rares écoles coloniales des missions étrangères, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va investir les écoles coraniques. Non pas parce qu'il y a un surplus de croyances d'un seul coup en islam, c'est que l'école coranique apparaît comme le refus de l'école du colonisateur. Dans le Burkina Faso, dans ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Burkina Faso, eh bien, on va voir se développer, par exemple, les conversions à l'islam de manière massive, comme forme de résistance à la colonisation. L'islam apparaissant comme en opposition avec la mentalité, avec le colonisateur, eh bien, on se convertit. De la même façon, en Côte d'Ivoire, on a des mécanismes de conversion à l'islam en résistance aussi aux colonisateurs. On va voir apparaître également, toujours dans cette forme de résistance culturelle, ce que l'on a appelé les mouvements syncrétiques. C'est-à-dire qu'on va investir les religions des dominants, la religion des dominants souvent, donc le christianisme, le protestantisme, on va investir en déformant les contenus. Par exemple, on va avoir des vierges noires qui vont apparaître, des Christ noirs qui vont apparaître, on va avoir une réécriture de ces religions. On va se réapproprier des dogmes de la religion du colonisateur pour s'approprier sa puissance et la retourner contre le colonisateur. C'est dire que jamais, jamais, ni à l'époque de l'esclavage, ni à l'époque de la colonisation, il n'y a eu acceptation de cette domination. Il y a eu pendant longtemps une absence de rapport de force pour réagir, et donc des formes de résistance qui étaient les résistances des faibles. Les chansons et les danses sont mobilisées de la même façon pour résister au projet colonial. Dans les danses, on voit mimer, et dans le théâtre populaire, on voit mimer le colon comme étant un idiot, comme étant quelqu'un qui a de la force mais qui n'a pas de cerveau. On va, autour des rythmes, des contenus des danses, on va mimer une supériorité du colonisé sur le colonisateur comme face inversée de la violence du colonisateur sur le colonisé. La résistance va également prendre une nouvelle étape avec l'arrivée des premiers migrants. C'est dire que le lien entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et les États-Unis, eh bien, n'est pas un lien nouveau, c'est un lien historique, et c'est un lien qui ne cessera pas, et qui commence dès cette époque-là. Dès 1885, on a les premiers écrits. Donc on a des Noirs qui étaient aux États-Unis et dans l'ensemble des Amériques, qui ont accès, pour une minorité d'entre eux, à la scolarité, et qui vont se faire le porte-parole de la révolte anti-esclavagiste et anticoloniale. Le sociologue et homme d'État haïtien, Anténor Firmin, qui est malheureusement trop peu connu, va publier un livre qui est exemplaire, puisque c'est un livre, c'est le seul livre à l'époque qui répond au livre d'Arthur de Gobineau. Vous savez, quand on nous dit que le fascisme est né en Allemagne et qu'il n'y a que les Allemands, c'est pas une... Hein, c'est un Français, hein, Arthur de Gobineau, et c'est un des théoriciens du fascisme. Son livre « Essai sur l'inégalité des races humaines », publié en France, c'est dire qu'il y a des racines françaises du fascisme. C'est pas de l'importation d'Allemagne, c'est pour ça que je dis cela. Antonin Firmin démasque dans cet ouvrage les fondements théoriques et pseudo-scientifiques de la colonisation et de la ségrégation raciale. Et donc c'est également des Noirs qui ont été parmi les premiers à dénoncer, à un niveau scientifique, les théorisations justificatrices de l'esclavage et de la colonisation. Ce livre va connaître un retentissement énorme dans la diaspora noire et dans les élites africaines. Et en fait, c'est à partir des travaux d'Anténor Firmin que l'on va voir apparaître les premiers mouvements organisés de contestation. Et on va voir apparaître ce que l'on appelle le panafricanisme. Le mot lui-même de panafricanisme apparaît en anglais qu'en 1900, avec la convocation d'une conférence panafricaine
Mais avant que le mot apparaisse, ce mot désigne une aspiration qui est bien plus ancienne. On retrouve cette aspiration à sortir complètement de l'esclavage et de la colonisation et de ses héritages, c'est ça le panafricanisme, par l'unité du continent. Pourquoi l'unité du continent? Pour pouvoir avoir le rapport de force face au colonisateur. L'unité du continent apparaît comme la condition pour se libérer du colonisateur et de l'esclavagisme. On va voir apparaître les premiers écrits à partir d'esclaves affranchis. Donc les rares esclaves affranchis par des maîtres, certains maîtres qui culpabilisaient, qui affranchissaient tel ou tel esclave, tout en maintenant des dizaines d'autres esclaves, hein, parce que ça se passait comme ça. J'affranchissais mon esclave de chambre parce qu'il était gentil, et à côté de ça, j'en avais 1000 que je continuais à exploiter. Eh bien, ces rares affranchis, pour un certain nombre d'entre eux, vont utiliser leurs connaissances pour dénoncer, en français et en anglais, pour dénoncer ce qu'est le système esclavagiste et colonial. Le premier d'entre eux, Anton William Amo, publie un ouvrage qui s'appelle « Du droit des Africains en Europe ». C'est en 1729. Je souligne ça, que ça souligne la surdité des opinions publiques. 1729, ceux qui lisaient à l'époque ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'était l'esclavagisme, etc. Ils y avaient accès. Les penseurs des Lumières, etc., ils y avaient accès, puisqu'on avait des écrits de Noirs eux-mêmes qui décrivaient la situation. On a également Cuguano, qui fait paraître un ouvrage qui s'appelle « Réflexion sur la traite de l'esclavage des nègres » en 1787. Donc il ne faut pas attendre, c'est pas après c'est pas une méconnaissance de la réalité qui fait qu'il n'y a pas eu mouvement. Vous l'aurez compris, je partage la thèse de Frantz Fanon qui considère que cette surdité est le résultat d'une, et Aimé Césaire également, d'une décivilisation. On a habitué nos ancêtres européens, vos ancêtres européens, on les a habitués à ne pas se révolter face à cette oppression-là, en leur faisant comprendre que ce n'était pas tout à fait des êtres humains. Et l'être humain peut s'habituer à tout, d'où la nécessité de la conscience politique. Et là, c'est ce que j'appelle l'espace mental colonial, on a diffusé l'idée que ça ne pouvait, il ne fonctionnait pas comme moi. On l'entend encore. Dans une de mes enquêtes que je menais sur la prostitution, j'ai entendu des clients de la prostitution me dire « Oui, mais moi je vais en Afrique ou en Asie, parce que là-bas, dans leur culture, les enfants, ils n'ont pas le même rapport à la sexualité. Autrement dit, je peux acheter un enfant. » Et cette idée, ce culturalisme, il ne fonctionne pas comme nous, à l'époque, ça permettait de dire, mais ils ne sont pas si malheureux que ça quand ils sont esclaves, c'est pas comme nous, on ne peut pas comparer. Cette idée que ce n'est pas des êtres humains comme nous, eh bien, on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas, puisqu'on avait un certain nombre d'ouvrages à l'époque qui le démasquaient. On va avoir également un élément qui va être un repère dans la transformation. Maintenant, ce qui est important, c'est de saisir pourquoi cette fermeture va se transformer. Qu'est-ce qui fait qu'on va en arriver à avancer vers l'émancipation et vers la liberté? Eh bien, on va avoir des petites victoires d'abord. Par exemple, cet esclave en Angleterre qui va porter plainte contre son maître, mais il est en Angleterre. Et donc, la décision va être de considérer comme légitime d'avoir des esclaves dans les colonies, mais pas sur le territoire anglais. Autrement dit, cet esclave a été émancipé parce que son maître l'avait amené sur le territoire anglais, mais le même maître pouvait continuer à posséder des esclaves dans la colonie. Donc ça, c'est toute une série de petites transformations qui vont progressivement amener des théorisations. Et on va avoir les premières théorisations à partir du 19e siècle. Première théorisation, c'est celle d'un pasteur, Alexander Crummell, qui considère que l'Afrique, ça s'étend de l'océan Indien à l'Atlantique, donc on a déjà une idée de l'unité du continent, et qui a comme position que la solution des Noirs états-uniens, c'est le retour en Afrique. On a une seconde théorisation, qui est un peu différente, qui est la théorisation de Delany, Robinson Delany, qui lui déclare que l'Afrique appartient à la race africaine, donc il parle de race, lui, et que c'est les Noirs qui doivent gouverner l'Afrique. Là, c'est autour de la couleur que se dessine l'unité du continent, alors que pour Cromwell, c'était autour du continent que se dessinait l'unité.
Les termes ne sont pas encore ceux d'aujourd'hui, mais on a déjà l'opposition entre deux conceptions de l'Afrique. Une conception qu'on va appeler pan-négriste et une conception qu'on va appeler panafricaniste. En dépit des divergences, ces deux penseurs partagent un point de vue qui est encore un point de vue évolutionniste. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé les théories du dominant. Les deux tout en disant il faut que les Noirs s'émancipent ou il faut que le continent s'émancipe, mais les deux considèrent que leur mission, alors je le dis par rapport à certaines dérives qu'on a dans l'immigration ici, dans certains mouvements de l'immigration, considèrent que leur mission, c'est de retourner en Afrique pour civiliser les Noirs africains qui sont restés là-bas. Autrement dit, ils sont intériorisés en essayant de ressembler à leurs dominants et ils ont reproduit vis-à-vis de l'Afrique cette idée d'une Afrique inférieure qu'il faudrait aller civiliser. Donc ça, c'est le premier âge de la révolte théorique, de la compréhension théorique, de la conscience politique. Un premier âge qui, on le voit, est un âge qui se réalise comme il peut. On peut, c'est très facile aujourd'hui de dire « Ah oui, mais c'est pas de négrisme, c'est du racisme, etc. » En réalité, ça a été le premier pas dans la remise en cause de la domination. Et donc, resitué dans son contexte, c'est un pas énorme. Et c'est ne rien comprendre à la domination que de regarder ça avec mépris et dire « Ouais, il reste entre noirs, il n'a pas compris. » Il faut le saisir comme étant, face à une domination totale, le premier pas de la conscientisation politique. Juste après, ce premier pas va en permettre un second. Et on va voir arriver une nouvelle génération de théoriciens. Et cette seconde génération de théoriciens est caractérisée par deux personnes, deux écrivains. D'abord Garvey. Là, vous connaissez, on commence à se rapprocher d'aujourd'hui, vous le faites connaître un peu plus. Hein, le reggae, les partisans du reggae mettent en avant souvent la figure de Garvey. Et le sociologue Dubois. Tous deux sont dans la rupture avec l'évolutionnisme. C'est-à-dire que tous deux refusent l'idée d'une supériorité de l'homme blanc et de la nécessité de ressembler à l'homme blanc. Mais les deux s'appuient de nouveau sur des fondements théoriques et idéologiques qui sont différents, voire opposés. Marcus Garvey considère que la solution est le retour en Afrique. Autrement dit, il propose aux Noirs états-uniens de ne pas se battre pour l'égalité, mais de se battre pour rentrer en Afrique. C'est ce qui va d'ailleurs expliquer qu'une partie du mouvement du Ku Klux Klan va pouvoir, à certains moments, dire oui, on est d'accord avec vous, et avoir des alliances contre nature à ce niveau-là. Il va mettre en place une association, l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, en 1916, avec un titre qui va devenir célèbre, Le monde noir, The Negro World. Mais la force de Garvey, au-delà de l'accord ou du désaccord sur le contenu avec du recul, la force de Garvey, c'est que pour la première fois, il dit « Je suis fier d'être noir ». Pour la première fois, il rompt avec ce sentiment d'infériorisation produit par le maître. Garvey va également contribuer, et je dis tous ces aspects positifs parce que je suis en désaccord avec sa théorisation autour de la couleur, mais ce n'est pas parce qu'on est en désaccord qu'il ne faut pas reconnaître son grand apport historique. Son journal et lui-même et son mouvement vont contribuer fortement à faire connaître les civilisations africaines d'avant la colonisation et d'avant l'esclavagisme. Et cette connaissance va contribuer à redonner fierté aux Noirs états-uniens qui étaient assommés par cette dimension d'infériorité. On a les mêmes témoignages dans d'autres régions colonisées. En Algérie, on a des témoignages sur comment la découverte de livres, c'est-à-dire que les grands-parents avaient caché des livres précoloniaux dans les caves, et comment en découvrant des livres, et donc le petit Algérien qui découvrait le livre comme quoi il y avait quelque chose avant la conquête coloniale, et que c'était organisé, qu'il y avait des universités, etc., que cette découverte-là a redonné de la fierté de soi, a réhabilité la personne, et lui a permis de résister face au sentiment d'infériorité. Garvey nous dit dans un des articles de journaux la phrase suivante. Voilà, je sais pas, il ne nous dit pas, il nous dit ça, c'est aux Noirs états-uniens. « Soyez aussi fiers de votre race que vos pères l'étaient au temps jadis. L'histoire de votre passé est belle, et celle que nous construisons étonnera le monde de demain.
Alors ça peut paraître naïf avec du recul, je me dis c'est quoi ça de dire qu'une race est belle, mais dans le contexte d'une violence totale et d'une oppression totale, c'est révolutionnaire que de reprendre confiance en soi, que de se réhabiliter, de se reconsidérer comme ayant de la valeur. Aimé Césaire, quelques décennies plus tard, fera exactement le même mouvement et aidera de nouveau des générations entières de Noirs africains à se réhabiliter en prononçant ces deux belles phrases « Le noir t'emmerde et fier d'être nègre ». C'était deux articles d'Aimé Césaire qui ont fait un bruit énorme. « Le noir t'emmerde » était la manière de se positionner face aux blancs dominants, et fier d'être noir, c'était cette réaffirmation d'un héritage dont on n'avait pas à rougir. Le combat pour la fierté de soi se construit pour Garvey sur un fondement racial, et c'est pour moi sa limite, donc avec la recherche d'une pureté raciale, et il s'oppose à la lutte pour l'égalité, pour un projet mythique de retour en Afrique. Bien entendu que les Noirs états-uniens, qui étaient là depuis plusieurs générations, c'était complètement irréaliste que de penser qu'ils allaient pouvoir rentrer en Afrique, et que donc il les détournait du combat pour l'égalité aux États-Unis même. Et donc ça, j'ai dit tout à l'heure son apport, c'est sans doute sa limite. Ceci dit, il devient le père fondateur, non pas du panafricanisme, vous l'aurez compris, mais du pan-négrisme, avec toutes les limites du pan-négrisme. Dubois, pour sa part, donc l'autre courant théorique et politique, Dubois part d'hypothèses complètement différentes. Lui, il fonde une autre association qui est le National Association for the Advancement of Colored People, donc l'association pour l'avancée ou pour la promotion des gens de couleur. Il partage avec Garvey la nécessité de la fierté de soi, de la réaffirmation culturelle et identitaire des Noirs. Donc il partage l'idée qu'il n'y a pas d'infériorité du Noir et que le Noir doit être fier de sa culture et de son identité, mais il place le combat dans le cadre états-unien et accorde une place centrale au combat pour l'égalité des droits. Je vous dis tout ça parce qu'il y a des échos aujourd'hui dans certains débats. Vous écoutez Kémy Séba, il vous dit qu'il faut rentrer en Afrique. Il dit qu'il faut rentrer en Afrique à des citoyens français, nés français, dont les parents étaient parfois français. Il leur dit non, non, ici, ça ne sert à rien de se battre pour le thé. Il faut rentrer en Afrique dans un pays qu'ils ne connaissent pas. C'est le même débat qui était posé là. Ce qui n'a rien à voir avec le soutien à la lutte anticoloniale, puisqu'on verra que Dubois soutiendra la lutte anticoloniale. Mais bien entendu, pour lui, c'est les États-Unis qu'il convient de transformer, puisqu'il habite aux États-Unis. Et à cette époque-là, c'est là que se situent les phases de la prise de conscience, et pas encore en Afrique. Dubois va donc considérer que le combat, il y a un combat pour l'égalité au sein des États-Unis, et il va devenir la cheville ouvrière de ce que l'on va appeler, de quelque chose d'assez extraordinaire, quand on se remet dans le contexte de l'époque, ce qu'on va appeler les conférences panafricaines. Ce sont des conférences qui, dans un premier temps, ne sont pas panafricaines du tout. Ou plus exactement, réunissent les diasporas d'Afrique dans les différents pays européens, dans les différents pays dominants. Donc c'est les diasporas qui se réunissent. Donc c'est les Noirs de France, de Belgique, des États-Unis qui se réunissent. On y reviendra sur ces congrès qui ont une fonction essentielle. Ces deux figures, Garvey et Dubois, vont s'opposer sur de nombreux sujets. Garvey, je vous le disais, est partisan d'une race noire pure, qui exclut les mulâtres, puisqu'il prend l'image du colonisateur, puisque les colons, les esclavagistes disent « nous voulons la pureté de la race blanche », on tord la barre de l'autre côté, on dit « nous on veut la pureté de la race noire ». Il insiste, Dubois, lui, insiste sur l'égalité des droits pour tous, indépendamment de l'origine et de la couleur. Garvey avance le slogan « Back to Africa », retour en Afrique. Dubois préfère le slogan « L'Afrique aux Africains ». C'est-à-dire qu'il ne confond pas les Noirs états-uniens avec les Africains colonisés. Lui se bat pour que les Africains puissent retrouver leur indépendance et donc que l'Afrique revient aux Africains qui habitent en Afrique à l'époque. Garvey est un fervent défenseur du capitalisme. Lui, le rêve de son Afrique, c'est de rentrer en Afrique pour y développer le capitalisme. Dubois, lui, est favorable au socialisme et sera de plus en plus influencé par la pensée communiste ensuite. Il terminera ministre, conseiller plus exactement, de Nkrumah, un des chefs d'État les plus progressistes en Afrique, qui tente de développer le socialisme en Afrique.
le conflit entre les deux ne pouvait pas ne pas exister. Et bien entendu, le conflit va se poser sur la dimension racialiste. Faut-il développer un mouvement sur la base de la race? Ça doit vous rappeler des débats aujourd'hui qui existent sur comment poser la question de l'immigration et du combat de l'immigration. Les congrès panafricains vont progressivement passer d'une tendance à utiliser les deux références, Garvey et Dubois, à progressivement, la théorie qui va l'emporter, c'est l'influence de Dubois qui va devenir prédominante au sein des congrès panafricains. Et ces congrès panafricains, alors tout ce cheminement-là, c'est ce qui va conduire à la prise d'armes. Hein. Après, on ne peut pas comprendre pourquoi, d'un seul coup, en 54, en Algérie, on prend les armes, pourquoi. C'est tout ce chemin-là invisible qui a fait la prise de conscience. Les congrès panafricains donc il y en aura 5, et ils vont s'orienter progressivement d'une révolte pour la fierté et pour l'égalité à une révolte contre la colonisation et l'impérialisme. C'est au congrès de Manchester, en 1945, que le mot d'ordre indépendance totale et immédiate est prononcé, c'est-à-dire que les diasporas s'affirment, s'affichent comme défenseurs de l'indépendance des pays africains. En 1945 sont présents aussi, et c'est la grande nouveauté du congrès de 1945 à Manchester, sont présents des étudiants qui viennent d'Afrique, et qui, donc, on va avoir une jonction entre la diaspora et ces étudiants qui viennent d'Afrique. Le congrès de 1945 est également convoqué en même temps, c'est volontaire hein, bien entendu, en même temps que le congrès de la Fédération syndicale mondiale. C'est une des grandes intelligences de ceux qui ont convoqué ce congrès, donc de Dubois. Pourquoi? Pour que soient présents à Manchester, dans ce congrès, pour que soient présents des syndicalistes de toute l'Afrique. Et effectivement, grâce à l'argent de la Fédération syndicale mondiale, des délégués syndicaux d'Afrique se retrouvent à Manchester, et ça change les débats à l'intérieur de Manchester. Dans les 4 premiers congrès, jusqu'à présent, c'était les couches moyennes qui se réunissaient, avec plein de bonne volonté, pour la fierté, etc., mais qui étaient des représentants des catégories aisées de la diaspora. Là, à Manchester, arrivent des syndicalistes paysans, des syndicalistes ouvriers de tous les pays. Ça change la nature, et on le voit très bien dans les résolutions prises à Manchester, qui deviennent plus radicales, qui n'appellent pas encore à la violence armée, mais qui précisent que s'il n'y a pas décolonisation, eh bien, ils seront contraints de prendre les armes. C'est 45, c'est dire de nouveau que la surdité du colonisateur va être durable, puisqu'ils ne vont rien entendre de cet avertissement, et que ça va continuer. Alors, venons-en maintenant à la France. Parce que ça se passe aux États-Unis et dans la diaspora anglo-saxonne, essentiellement. En France, les choses sont un peu différentes. Là aussi, on va avoir les premiers immigrés qui vont être à la base de la prise de conscience nationale. Alors, pour la France, c'est l'immigration maghrébine qui est majoritaire. L'immigration d'Afrique noire est extrêmement secondaire, il y en a très peu. Mais très vite, pour l'immigration maghrébine, on va avoir des chiffres importants. 57 000 personnes en 1918, 109 000 en 1923. Donc vous voyez, l'immigration maghrébine n'est pas nouvelle. 148 000 en 1937. C'est dire que quand on a encore des théories sur le racisme vient d'une méconnaissance de la culture maghrébine, il faut s'interroger. Ça fait 100 ans qu'on méconnaît. À un moment donné, il faudra arrêter de méconnaître. Hein. C'est comme si on découvrait les Maghrébins, il faut qu'on ne les connaît pas. On les connaît pas, ça fait 100 ans qu'ils sont là. À un moment donné, il faut s'interroger sur pourquoi. L'immigration subsaharienne d'Afrique noire, elle est très peu présente. Entre 3 000 et 5 000 dans les années 20, 13 000 en 1946. Alors pourquoi je dis ça? C'est que du coup, c'est ce qui explique pourquoi l'immigration maghrébine va être à l'avant-garde des prises de conscience anticoloniales. Un événement va venir transformer la réalité de l'immigration et la réalité en Afrique également. Un événement qui est connu mais dont rarement on fait les connexions, et pourtant on a plein de témoignages, c'est la révolution bolchevique. La révolution bolchevique en 1917 est vécue vraiment dans toute l'Afrique et ici dans l'immigration comme un espoir important. La Troisième Internationale, qui est fondée après la révolution bolchevique, pour la première fois, on a des militants blancs qui disent
Il faut décoloniser complètement et il faut être prêt à mourir pour aider les colonisés à se libérer. C'est la première fois depuis le début de l'esclavage et de la colonisation qu'on a un discours d'une organisation politique qui affiche cette dimension-là. Je voudrais vous citer, pour adhérer à l'internationale communiste, il y avait 21 conditions. Une des conditions, la 8e, voilà ce qu'elle dit. Pour certains qui se revendiquent du communisme aujourd'hui ou du marxisme, il ferait mieux de le relire quand on voit certaines ambiguïtés sur la Kanaki ou sur d'autres trucs, ce serait bien qu'ils le relisent. 8e condition. Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies ou opprime des nations doivent avoir une ligne de conduite particulièrement claire et nette. Tout parti appartenant à la 3e internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir, non en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole. C'est-à-dire qu'il était demandé aux militants qui se revendiquaient de la 3e internationale de fournir des armes, d'aider les colonisés à s'organiser, de les aider à se révolter et de se battre ici contre leur propre bourgeoisie. Alors, très franchement, quand on regarde certaines positions aujourd'hui, on se dit mais il faut absolument que ceux qui se revendiquent de ce courant-là renouent avec leur tradition. On ne s'étonnera pas du coup que dans les grandes métropoles impérialistes, Londres, Paris, Lisbonne, que dans ces grandes métropoles, eh bien, c'est autour du mouvement communiste que vont naître les premières organisations anticoloniales avec des immigrés qui s'y organisaient. On va avoir une multitude d'organisations qui vont se mettre en place. Pour la France, on va avoir la création en 1921 de l'Union intercoloniale avec un journal qui s'appelle Le Paria. Et cette union intercoloniale va être un lieu de formation, d'organisation de futurs leaders des luttes d'indépendance. On y compte à l'intérieur le Vietnamien Ho Chi Minh, un des dirigeants de l'union intercoloniale, et qui donc sera président du Vietnam indépendant après avoir dirigé la lutte. L'Algérien Messali Hadj, qui va être un des leaders des indépendants, des indépendances. Le Sénégalais Lamine Senghor, qui va être un des créateurs du mouvement national sénégalais. Le Malgache Samuel Stéphanie, qui va être également créateur, un des fondateurs du mouvement national. C'est dire que l'immigration a contribué énormément aux prises de conscience dans ces premières organisations à l'époque où le mouvement communiste était cohérent avec ce qu'il affirmait. Je dis ça parce qu'il ne va pas toujours l'être et qu'il va y avoir des périodes de l'histoire où on va reculer. C'est également dans ces premières organisations avec les partis communistes européens que l'idée d'organisation spécifique va naître. Et là, on va voir en 1926, par exemple, au sein du PCF, c'est au sein du PCF que naît l'idée d'organisation spécifique. Et là, on va voir naître l'étoile nord-africaine en mars 1926, le comité de défense de la race nègre en mai 1927, et le Vietnam Doc Lap Dang, qui est déclaré en 1927. Donc c'est à ce moment-là que se créent ces organisations spécifiques pour les indépendances. Dans les autres pays européens, on a les mêmes mouvements, mais avec moins de force, tout simplement parce que les partis communistes sont moins forts qu'en France. C'est en France où le parti communiste est le plus puissant et où l'immigration est aussi la plus nombreuse. Le problème va se jouer quelques années plus tard, où là on va avoir de vrais conflits entre le mouvement communiste français et ses militants nationalistes, et en particulier, ça va se jouer au moment du Front populaire. Au moment du Front populaire, alors je sais que certains pensent que j'ai une haine viscérale du Parti socialiste, ça je le dis pour la caméra, c'est pas ça, c'est des leçons de l'histoire. Malheureusement, le Parti socialiste va jouer une fonction très tôt de reproduction de la colonisation, d'enfoncement dans la colonisation. La condition que met la SFIO à l'époque vis-à-vis du PCF pour être dans une dynamique de Front populaire, c'est le renoncement au mot d'ordre d'indépendance des colonies. Et donc voilà un PCF qui depuis sa naissance était pour l'indépendance des colonies, qui va mettre au second plan cette question-là, et qui va commencer à parler d'égalité entre colonisés et colonisateurs, et non plus d'indépendance. Comme si l'égalité était possible dans un cadre colonial. En tout cas, on va avoir ce changement de position qui va
qui va provoquer une prise de distance, une crise dans les rapports entre nationalistes qui se battaient pour l'indépendance dans leur pays et les communistes. On se retrouve dans cette situation un peu paradoxale qui est que le parti qui a le plus contribué à la conscientisation pour les indépendances est aussi celui avec qui le conflit va être le plus fort, puisque là il va y avoir un sentiment de trahison extrêmement profond. Je signale que ça se joue essentiellement avec les pays européens, parce que avec le reste du mouvement communiste, les choses se posent différemment. Je voudrais juste vous dire, par exemple, ce que dit le délégué soviétique dans une rencontre internationale des communistes, où il dit vis-à-vis des Français, aux dernières élections en France, sur 7 candidats désignés dans les colonies, il n'y a pas un seul indigène. Pourquoi n'avez-vous pu trouver comme candidat que des représentants de la race dominante? Tous ceux qui ont peur de parler du mot race parce qu'ils seraient de gauche, etc. Là, on a un vocabulaire où on parle de race. Donc, on accuse le PCF de n'avoir pas trouvé de candidats immigrés, de candidats venant des colonies. Pourquoi n'avez-vous pas pu trouver comme candidat que des représentants de la race dominante? Nos camarades anglais sont restés encore plus passifs. Ce sont eux qui sont le plus atteints par le préjugé colonial. Et puis il termine, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir crié « Ne touchez pas à la Russie des soviets », mais nous serons encore plus reconnaissants le jour où vous crierez courageusement « Lâchez les colonies ». Autrement dit, la question c'est se battre d'abord contre son propre pays quand il est colonisateur, avant que de soutenir à l'extérieur. La priorité, c'est d'abord, vous êtes en France, c'est de vous battre contre l'impérialisme français, vous êtes en Angleterre, c'est de vous battre contre l'impérialisme anglais. C'est ça qui est le plus important, y compris par rapport au soutien à l'Union soviétique. La colonisation française, à cette époque, est une colonisation, et le PCF va céder là-dessus en 1936, et rejoindre les positions du PS, est une position assimilationniste. C'est là qu'on appelle cette dimension, c'est là qu'apparaît pour la première fois cette dimension nationaliste, c'est-à-dire que à la revendication d'indépendance, on oppose l'idée que vous allez vous assimiler et par ce biais-là acquérir l'égalité des droits. Devenez blanc et vous aurez l'égalité des droits. Bien entendu, l'assimilation est un parcours du combattant, on va mettre des conditions pour y arriver, et puis bien entendu, on n'y arrive jamais. Plus exactement, c'est une extrême minorité qui arrive. Et donc très vite, on va avoir deux positions qui vont s'affronter, la position des assimilationnistes et la position des indépendantistes. Les premiers considèrent que l'égalité est compatible avec le cadre colonial, les seconds considèrent que l'égalité suppose l'éclatement du cadre colonial. Alors comment on est passé de cette histoire profonde, de cette histoire un peu longue que j'ai tenté de vous restituer rapidement, au premier combat pour les indépendances? D'abord, parce que tout ça, ça souligne que les résistances n'ont pas cessé, mais que le contexte ne permettait pas à ces résistances de se transformer en rapport de force suffisant. Il va donc falloir attendre que le contexte change jusqu'à ce que le rapport de force puisse se transformer. Eh bien, ça va être la Seconde Guerre mondiale qui va venir fissurer le cadre, le contexte international et rendre ces résistances, pouvoir transformer qualitativement ces résistances parce que, justement, le rapport de force est transformé. La Seconde Guerre mondiale qui va jouer une fonction essentielle au niveau idéologique. Pour la première fois, le racisme jusqu'à présent appliqué aux Noirs et aux Arabes et aux Jaunes est appliqué à des Blancs. Pour la première fois, les pratiques coloniales que l'on menait là-bas sont utilisées ici. Qu'est-ce que c'est que le nazisme, si ce n'est un colonialisme interne à l'Europe? Voilà quelque chose qui est inattendu dans l'histoire des sociétés européennes. Quelque chose qui est né contre les autres peuples va s'appliquer à l'intérieur du continent européen. Avec le nazisme, des Blancs appliquent pour la première fois à d'autres Blancs une hiérarchie raciste jusque-là réservée aux colonisés. C'est ça qui est de nouveau. Des pays européens sont colonisés et leurs peuples subissent ce que leurs pays font vivre à des millions de colonisés depuis des siècles. Il leur arrive ce qu'ils font aux autres. C'est ça que ça signifie. Que la Seconde Guerre mondiale. Aimé Césaire l'a décrit dans des... Et ça, vous imaginez qu'en termes d'idées, ça va transformer complètement les choses, y compris ici. Une partie des Européens va finir par comprendre qu'effectivement,
c'est pas cohérent que d'être de gauche et d'être pour la colonisation, que de ne pas être cohérent avec ça, ça va venir jouer une fonction de révélateur. Aimé Césaire, en 1954, nous donne des phrases extraordinaires pour décrire cela. Je voudrais vous la citer, et c'est vraiment un livre qu'on lit avec la chair de poule du début à la fin. C'est un tout petit ouvrage, Discours sur le colonialisme. Je ne connais personne qui ait lu ce livre sans en avoir la chair de poule, il faut absolument le lire. Voilà ce qu'il nous dit. Lorsque Hitler a vociféré pour la première fois ses abominations sur la race supérieure, les peuples d'Europe ont pu être étonnés. Nous autres peuples coloniaux, nous l'avons été fort peu, car nous avions déjà entendu ce langage-là. Non par la bouche d'Hitler, mais de la bouche de nos maîtres, de celle des grands colonisateurs. Peut-être la grande originalité d'Hitler a-t-elle été simplement d'appliquer au peuple européen les méthodes coloniales que l'Europe avait jusqu'ici sans sourciller, appliquées pour son plus grand profit aux nations non européennes. C'est percutant, cet aspect de prise de conscience obligée par le nazisme de ce qu'a été la violence totale coloniale qui va permettre un certain nombre de prises de conscience. Frantz Fanon, pour sa part, nous dit que c'est le colonialisme en pleine terre d'Europe. Voilà l'expression de Frantz Fanon. Le nazisme, c'est un colonialisme en pleine terre d'Europe qui va faire reculer le racisme biologique. C'est-à-dire qu'en réalité, le racisme biologique, tant qu'il était appliqué à des Noirs et des Arabes, ben, on en discutait dans des colloques, il y avait des gens qui étaient pour, mais on en discutait sagement. Il va falloir que ça s'applique, le racisme biologique s'applique en disant, ben, il y a certains peuples européens qui ne sont pas égaux des autres, pour qu'il y ait prise de conscience de l'inanité du racisme biologique totalement. Et là, nous dit Frantz Fanon, et c'est une leçon essentielle, parce que ça continue aujourd'hui à se transformer, Frantz Fanon nous dit, attention, le racisme connaît des formes différentes d'une période historique à une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un racisme qui serait le même au 18e, 19e, 20e, 21e. Le racisme a une histoire, et cette histoire, elle est déterminée par les rapports de force. Lorsqu'un racisme est condamné par un rapport de force, il ne disparaît pas forcément. Il peut prendre un nouveau visage, il va se porter ailleurs. Comme il n'est plus possible de parler de racisme biologique à cause du nazisme et de l'horreur du nazisme, eh bien, nous dit Frantz Fanon, on ne va plus dire qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, on va passer au culturalisme, c'est-à-dire la forme, désormais c'est des cultures inférieures et des cultures supérieures, c'est plus des races. On va dire non, non, au niveau biologique, pas de problème. Un noir et un blanc, ça a le même corps, c'est les mêmes gènes, il n'y a pas de problème. Mais au niveau culturel, là, il y a problème. Et donc le racisme est obligé de se transformer pour se maintenir, et il passe sur la dimension culturaliste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'interroger sur le passage du racisme de la dimension culturelle, qui était le racisme anti-nord-africain, par exemple, qu'on avait à la forme d'un racisme religieux, anti-islam, l'islamophobie comme forme particulière. Il faut s'interroger. Sans doute que le racisme anti-nord-africain, pour des raisons qu'il faudrait étudier, a tendance à devenir illégitime, imprononçable, et qu'il faut lui trouver notre forme. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes écrits, trouver un racisme respectable, une forme respectable du racisme, et là c'est sous la forme de la religion. Donc on va vous dire, non, non, nous on n'a rien contre la culture maghrébine ou contre la culture sénégalaise, mais contre l'islam, quand même, compatible avec la démocratie, pas compatible, la femme, le foulard. Et donc là on voit le racisme contraint de changer de forme, et c'est dire que toutes les leçons, connaître l'histoire de ces colonisations, et vous verrez les travaux de Césaire, de Fanon et compagnie, connaître leur théorisation, ça nous permet d'être vaccinés contre des formes nouvelles, parce qu'en réalité, la domination ne prend pas des multitudes de formes. Il y en a 10, 15, 20, etc. Et que les choses se reproduisent avec de nouveaux discours, mais c'est les mêmes mécanismes qui se rejouent. De la même façon que le racisme biologique a cédé la place au racisme culturaliste, le racisme culturaliste prend aujourd'hui une forme qui est la forme du racisme anti-religieux, du racisme islamophobe. Et tous ceux qui ont encore des prudences en disant mais moi je suis athée, je ne vais pas défendre notre religion, tout ça, ce sont des personnes qui n'ont rien saisi à justement ce qu'était le racisme et comment il pouvait utiliser toutes les formes possibles. Bien entendu, il prend la forme qui lui semble faire le plus consensus. Si aujourd'hui c'est autour de l'islam, il prendra la forme d'un racisme islamophobe. Si demain c'est autour d'autre chose, il prendra une autre forme. Autrement dit, le racisme ne disparaît pas tant que ses conditions matérielles n'ont pas disparu. Tant qu'on a une base économique au racisme, il ne disparaît pas. Par contre, il peut changer de forme pour se recrédibiliser, se relégitimer, obtenir du consensus plus large que dans sa forme antérieure. Ça va être la première cause qui va fissurer
n'oubliez pas d'allumer votre portable, qui va fissurer le socle international. La seconde dimension, ça va être la participation des indigènes aux guerres mondiales, Première Guerre mondiale et surtout la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont y participer de manière massive. Les pays colonisateurs pour se défendre face aux nazis, mais les nazis aussi vont utiliser des troupes indigènes et pas un petit peu. Alors pour la France par exemple, on a 10 000 militaires indo-chinois, on a 10 000 malgaches, on a 68 500 soldats d'Afrique noire, et pour l'Afrique du Nord, 340 000 personnes. Ce sont des masses de personnes qui contribuent à la libération des territoires français, anglais, etc., enfin français ou de l'Empire anglais, etc. Et bien entendu, c'est une expérience particulière. Ces soldats vont rentrer au pays. Et ils vont rentrer au pays souvent en ayant vécu quoi comme expérience? Premièrement, premier aspect de l'expérience, ils vont entendre des discours sur il faut s'opposer à l'oppression nazie. Ça vaut le coup de mourir, il vaut mieux mourir libre que de vivre à genoux. Ils entendent ça. Dans les propagandes des États, et à juste titre, contre le nazisme, on leur dit la liberté n'a pas de prix. Ils l'entendent. Et ils se disent mais pourquoi c'est valable pour eux et pas pour nous? On nous dit que s'opposer à l'oppression est une nécessité et que la dignité mérite cela, mais pas pour nous. Et donc on va avoir cette première dimension d'expérience qui va être extrêmement importante. Second trait de l'expérience, ben de nouveau on va retrouver ce que je vous avais dit tout à l'heure sur Antonin Firmin et sur Toussaint Louverture. Le blanc n'est pas invincible. Mon colonisateur est battu. Il cède devant les Allemands et devient collaborateur des Allemands. Ça vient casser le mythe de l'invincibilité de l'homme blanc. Et dans les tranchées, dans les conflits, etc., il voit quoi? Il voit des hommes blancs pleurer. C'est des choses toutes bêtes. Mais c'était quoi l'homme blanc qu'il avait? C'était le maître, qui jamais ne pleurait devant lui, qui était toujours beau, toujours bien rasé, toujours qu'il fallait... et voilà des gens qui sont sales, qui pleurent, qui ont peur. Il est comme nous. Cette expérience des guerres va être un moment dans lequel cette invincibilité construite par l'idéologie coloniale, reproduite, volontairement mise en scène, c'est pas seulement pour être bien qu'on avait des porteurs, c'était aussi pour construire ce mythe d'une supériorité, d'une invincibilité. Elle est cassée par l'expérience concrète des tranchées en commun. Elle est cassée par l'expérience concrète de la peur visible. Il a peur comme moi, il est comme moi. Et ça vient fissurer le socle idéologique qui maintenait la colonisation. Autre élément de cette expérience, eh bien le vécu de la discrimination au sein même de l'armée. Ils s'aperçoivent que, alors qu'ils vont au conflit ensemble, ils n'ont pas les mêmes soldes, ils n'ont pas les mêmes repas. Franz Fanon décrit sa surprise de voir dans l'armée française, dans le combat anti-nazi, dans l'armée française, qu'on ne donnait pas la même alimentation à un Antillais, à un Africain et à un métropolitain. Il raconte le mépris que l'on avait vis-à-vis des soldats antillais, à plus forte raison des soldats africains. Vous imaginez ce que ça peut provoquer dans la tête de quelqu'un qui risque sa vie tous les jours, dans un combat contre le nazisme, certes, mais aussi pour libérer le territoire français. Toutes ces dimensions-là vont être des germes qui vont provoquer, on comprendra que l'après-seconde guerre mondiale va être un moment particulier dans la volonté de se débarrasser de la colonisation. Autre dimension importante dans cette expérience, eh bien, ces Nord-Africains, ces Africains subsahariens, ces Antillais qui sont dans l'armée française vont, par endroits, être dans autre chose qu'un face-à-face avec leurs colonisateurs. Jusqu'à présent, c'était les colonisés par l'armée française, par l'État français, se retrouvaient en face des colonisateurs. Avec le débarquement américain, états-unien, en Afrique du Nord, par exemple. Voilà une situation complètement nouvelle. Ceux qui dirigent le territoire, ça n'est plus l'ancien colonisateur. Et on va d'ailleurs voir les premières démarches, toutes timides, des démarches sous forme de pétition, qui s'adressent aux administrateurs états-uniens pour demander l'indépendance. Bien entendu, ils pouvaient attendre longtemps, les États-Uniens ne vont que redonner les colonies à l'État français à ce moment-là.
Et donc cette expérience par les colonisés de la Seconde Guerre mondiale, du combat de la Seconde Guerre mondiale, les fait revenir autrement dans leur pays après leur expérience. Et quand ils reviennent au pays, ils trouvent quoi? Ils trouvent quoi? Ben, vous connaissez tous, et c'est pour cela qu'il faut continuer à le commémorer, vous connaissez tous l'expérience du 8 mai 45 en Algérie. Le 8 mai 45, c'est le défilé de la victoire. Partout, on fête l'antinazisme. Partout dans le monde entier, c'est la victoire contre la bête nazie. En Algérie, il y a des manifestations pour fêter la victoire contre le nazisme. Et à ce moment-là, des manifestations ont lieu, et en particulier du fait des anciens combattants, avec des drapeaux états-uniens, des drapeaux soviétiques, des drapeaux français et un drapeau algérien. Le simple fait qu'il y ait eu un drapeau algérien, nous disant nous aussi on veut l'indépendance, comme la France s'est libérée du nazisme, nous on y a contribué, on voudrait l'indépendance, eh bien on tire dessus et c'est un massacre, 45 000 morts. Ces soldats-là, cette expérience-là, va être le germe de la révolution. Kateb Yassine, un écrivain qui était tout jeune à l'époque, dit c'est le 8 mai 45 que c'est cimenté, il avait 16 ans, hein, que c'est cimenté mon nationalisme. Et effectivement c'est 45. Un général français dit à l'État français, je vous ai donné la paix par ce massacre pour 10 ans. En gros, le temps que les enfants grandissent. Pour 10 ans, et effectivement, 45-54, en 54, c'est l'insurrection. Parce que rien ne va se transformer, bien entendu, la colonisation va perdurer comme par le passé. Autre dimension de transformation dans cette période. La création de l'ONU. Malgré toutes ses insuffisances, l'ONU va devoir, elle apparaît après la victoire contre le nazisme, en dépit de ses insuffisances, elle tient un discours sur la paix internationale. Et dans ce discours, il y a des éléments sur le droit des peuples. Alors bien sûr, comme les puissances coloniales sont dans l'ONU, il y a des euphémisations. Il n'est jamais écrit droit à l'indépendance totale, immédiate, complète. Il n'est pas écrit ça. Mais le simple fait que pour la première fois dans les textes internationaux, même les colonisateurs soient contraints de parler de peuple, de droits des peuples, etc., va être un point d'appui pour les colonisés, pour réclamer que leur soit appliqué ce que l'ONU dit, mais pour leur propre État. D'ailleurs, on va avoir des choses extrêmement rigolotes à l'époque sur la question des traductions. On a la première fois où on a un texte de ce qui va devenir l'ONU, c'est la Charte de l'Atlantique. Elle est signée par Roosevelt et Churchill en 1941. Et juste après, plein de nations vont signer cette charte, dont l'Union soviétique. Et ça va donner l'ONU. Mais c'est en 1941, donc c'est 4 ans avant, il y a la Charte de l'Atlantique. Et dans la Charte de l'Atlantique est indiqué le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sauf que les Français vont la traduire de l'anglais au français. Et donc, alors que les Anglais utilisent l'expression « the right of all people », le droit de tous les peuples, les Français traduisent « le droit des peuples ». Et ça sert d'argument pour dire « attention, ce n'est pas le droit de tous les peuples. Hein, les colonisés, ce n'est pas des peuples, c'est des peuplades. Ils ne sont pas encore arrivés à l'état de maturité de... On ne peut pas les caractériser par peuple, parce que peuple, ça supposerait... telle et telle condition qui ne sont pas réunies. Donc on va avoir les colonisateurs qui sont obligés au niveau du vocabulaire de céder, qui vont bien entendu interpréter autrement les choses, mais surtout du côté des colonisés, eh bien ça va être un point d'appui. Et effectivement, eh bien, tous les mouvements de libération vont invoquer la Charte des Nations Unies, vont invoquer les textes de l'ONU pour argumenter et justifier leur droit à l'indépendance. Autre facteur de transformation du contexte, eh bien, le fait que les puissances coloniales sortent affaiblies de la guerre. La France sort exempte de la guerre. L'Angleterre sort affaiblie de la guerre. Les seules puissances qui sortent pas totalement affaiblies de la guerre, il y en a deux. Il y a l'Union soviétique et les États-Unis. La position officielle de l'Union soviétique, ça reste l'indépendance des colonies. La position officielle des États-Unis, d'après vous, c'est quoi? C'est l'indépendance des colonies. C'est l'indépendance des colonies. Pourquoi?
Parce qu'ils espèrent remplacer les puissances coloniales. Ces territoires, s'ils deviennent indépendants, ils peuvent être sous la mainmise des États-Unis. Et donc officiellement, on soutient. Cela va se transformer très vite. Et ça va se transformer en particulier avec l'arrivée de la guerre froide. L'arrivée de la guerre froide va sauver les puissances coloniales. Parce que sous prétexte d'opposition à l'Union soviétique, on va taire les critiques, on va taire le discours anticolonial qu'avaient les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, vous savez, disaient même, on ne peut être que pour l'indépendance des colonies. Pourquoi? Nous sommes la première colonie qui s'est libérée et qui est devenue indépendante. C'était le discours officiel. Nous, on s'est battu contre les Anglais, on a eu notre indépendance, et donc on est pour l'indépendance des colonies. Mais ça va se transformer très vite. Sous prétexte d'opposition à l'Union soviétique, eh bien, on va considérer qu'il fallait maintenir l'alliance avec la France, avec l'Angleterre, etc. Et donc on va avoir, avec la création de l'OTAN, on va avoir très vite la disparition de ce discours qui a duré quelques mois, une année, des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Autre trait de l'époque également, eh bien, le fait qu'en Asie, les premières colonies accèdent à leur indépendance, avant même l'Afrique. Pourquoi en Asie? Eh bien, parce qu'en Asie, dans ces premières années après 1945, avant la guerre froide, avant qu'arrive la guerre froide, donc avant 49, avant 50, donc en 46, 47, 48, les États-Unis veulent montrer, dans leur volonté de montrer qu'ils sont anticoloniaux, veulent montrer qu'ils sont effectivement anticoloniaux. Ils programment l'indépendance de leur seule colonie, les Philippines, pour le présenter comme un exemple de décolonisation réussie. Et cet exemple des Philippines va être un exemple pour tous les peuples asiatiques colonisés. Et ça va accélérer les revendications pour les indépendances en Asie. On va avoir également le mouvement, en termes de rapport de force, qui est déjà ancien, mais qui là se structure encore plus fortement, le mouvement de Gandhi, la force du mouvement indépendantiste en Inde, considéré comme le joyau de l'Empire britannique. Et l'indépendance de l'Inde va être de nouveau un bouleversement, et toute l'Afrique regarde vers l'Inde. Qui plus est, c'est quelque chose qui est obtenu par la voie dite non violente. Alors soulignons tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce que c'est que la thèse de Gandhi sur la non-violence. Gandhi est pour la non-violence tant que la violence n'est pas imposée. Je dis ça parce qu'il y a des interprétations ici qui font de Gandhi quelqu'un qui serait ploum-ploum, la non-violence dans toutes les situations, etc. Gandhi vous dit, tant qu'on peut obtenir quelque chose par la non-violence, il faut mettre en avant la non-violence. Mais si en face de moi, j'ai quelque chose qui ne peut rien entendre même avec la non-violence massive, eh bien la violence devient légitime. C'est autre chose que la non-violence absolue qui, dans cette interprétation, qu'on retrouve parfois ici. En tout cas, l'indépendance de l'Inde va immédiatement être le signal d'une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on va voir arriver à ce moment-là les premières revendications d'indépendance, y compris en Afrique. Elles vont très vite en Asie être suivies de l'indépendance du Ceylan, de Birmanie. Ça, c'est pour l'Empire anglais. Mais comme nous, on est en France, et qu'on est toujours plus intelligent que les autres, bien entendu, nous, on ne suit pas ce mouvement-là. Même en Asie. L'État français va considérer, lui, qu'il faut revenir à avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que le Vietnam, qui s'est libéré lui-même des Japonais, mais l'armée française va réinvestir le Vietnam. Au même moment où l'Angleterre part d'Inde, de Ceylan, etc., nous retournons au Vietnam pour imposer le retour de la colonisation. C'est cela qui va provoquer la première guerre du Vietnam et qui va enclencher ce mouvement de résistance qui encore aujourd'hui est exemplaire, qui est toute la lutte du peuple vietnamien et la défaite massive, mais ça nous le verrons la prochaine fois, la défaite massive de Dien Bien Phu, c'est-à-dire qu'un peuple devant une armée d'une des principales puissances impérialistes va la battre à partir de la mobilisation populaire. Et donc, au même moment où les Anglais donnent des indépendances pour mieux se maintenir,
c'est-à-dire deviennent, hein, c'est le début du néocolonialisme, cèdent des indépendances formelles pour mieux se maintenir, autrement dit, changent pour ne pas changer. L'armée française, elle, et l'État français, et la bourgeoisie française, décident, nous, on reste en avant. Nous, on ne bouge pas. C'est pour cela qu'il y aura des luttes armées plus fréquentes dans l'empire colonial français que dans l'empire colonial britannique. Autre transformation de l'époque, la victoire de la révolution chinoise. Voilà qu'en Chine, un pays qui avait été découpé en morceaux entre les grandes puissances, voilà que Mao Tse-tung, par une révolution populaire, l'emporte et tient comme discours, dès 1949, que sa libération ne sera complète que si les autres colonies du monde entier sont libérées. C'est dire que toutes ces dimensions-là vont créer un contexte, qui va être un contexte dans lequel trois choses vont apparaître. Et j'en arrêterai là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, on pourra continuer à débattre. Première grande transformation de tous ces éléments, l'idée que le colonisateur est invincible a complètement disparu. Seconde conséquence, à l'ONU, les nouvelles puissances indépendantes se font les porte-paroles des pays encore colonisés. L'Inde, Ceylan, la Chine, à l'ONU, deviennent les relais des revendications des peuples africains encore colonisés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une violence coloniale a lieu, il y a des protestations à l'ONU. L'ONU devient une tribune qui permet d'être le relais de ce qui se passe sur le terrain, etc. Et puis troisièmement, les puissances indépendantes vont être à l'initiative de réunions internationales, dont la plus grande est Bandung, on l'abordera la prochaine fois, de réunions internationales, dans lesquelles les nouveaux leaders, qui n'ont pas encore forcément de culture politique, qui ne sont pas encore forcément organisés, vont venir et entrer en contact avec, on va dire, des grands frères, avec des gens qui ont 10 ans, qui sont 10 ans plus âgés, qui ont chez eux déjà expérimenté des choses. Bref, l'expérience va se diffuser dans ces réunions internationales, mais aussi la solidarité concrète, le passage d'armes, le passage de militants, etc. Ces réunions autour des premiers pays indépendants vont être ce qui va permettre à l'ensemble de l'Afrique ensuite de poser la question des indépendances. C'est sur ce terreau-là, c'est dans ce contexte-là, que vont se multiplier les théorisations de la phase moderne de la pensée africaine de libération, celle que nous allons voir découvrir, maintenant à chacune des séances on découvrira un des acteurs et un des théoriciens. C'est sur ce terreau global que les travaux d'Anne-Aimée Césaire vont se développer, que les travaux d'Anne-France Fanon vont se développer, que les travaux d'Anne Nkrumah vont se développer, et donc gardez en tête tout ce contexte général, parce que c'est ça qui a permis après de penser l'émancipation. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des réactions,